Guerre au Moyen-Orient, tir iranien sur une ville israélienne abritant un centre de recherche nucléaire, discussion autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 21 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, tir iranien sur une ville israélienne abritant un centre de recherche nucléaire, discussion autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 21 mars, la journée a aussi été marquée par une frappe israélo-américaine sur le site nucléaire de Natanz en Iran, qui avait déjà été touché début mars et lors de la guerre de 12 jours, en juin dernier. Publié le 21-03-2026 20h56, mis à jour le 21-03-2026 23h, une temps de lecture, 6 minutes. Un immeuble de la ville israélienne de Dimona frappé par un missile iranien, le 21 mars 2026. Georges Novominsky, AFP TV. La guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa 4e semaine. La journée du samedi 21 mars a notamment été marquée par une frappe israélo-américaine sur le site nucléaire de Natanz en Iran, déjà touché début mars et en juin dernier lors de la guerre des 12 jours. L'Iran a riposté en visant la ville israélienne de Dimona, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ainsi que la ville d'Arad toute proche. Une vingtaine de pays, dont la France, se sont par ailleurs dit prêts à contribuer aux efforts pour la réouverture du détroit d'Ormuz. 39 blessés après un tir de missile iranien ayant touché la ville israélienne de Dimona, où se trouve un centre de recherche nucléaire. 39 personnes ont été blessées par un tir de missile iranien sur une ville du sud d'Israël abritant un centre de recherche nucléaire, selon les services de secours israéliens. Selon la télévision d'État iranienne, ce tir constitue une réponse à la frappe contre le site nucléaire iranien de Natanz. Contacté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images en ligne montrant une boule de feu s'écraser au sol, l'armée israélienne a confirmé à l'AFP un impact direct de missiles iraniens sur un bâtiment de la ville de Dimona. Plus tard dans la soirée, c'est la ville d'Arad qui a été touchée par un missile iranien. Dans la soirée, les secours évoquaient le chiffre de 59 blessés, dont une petite fille de 5 ans dans un état grave. Le président du Parlement irakien Mohammad Bagheri Ghalibaf se félicite sur le réseau X que le ciel israélien soit sans défense. Si le régime israélien ne parvient pas à intercepter les missiles dans la zone hautement sécurisée de Dimona, cela marquera, sur le plan opérationnel, le début d'une nouvelle phase du conflit. L'Iran accuse Israël et les États-Unis d'avoir de nouveau frappé le site nucléaire de Natanz. L'Iran a accusé les États-Unis et Israël d'avoir frappé le site nucléaire de Natanz. À la suite des attaques criminelles perpétrées par les États-Unis et le régime sioniste usurpateur Israël contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce samedi matin, a déclaré l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, précisant que aucune fuite de matière radioactive n'avait été signalée dans la zone. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Raphaël Grossi, informé par l'Iran de cette frappe, a appelé à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire. L'armée israélienne a pour sa part dit ne pas être au courant d'une frappe sur Natanz, alors que la volonté d'éliminer la menace nucléaire iranienne est un objectif assumé par le président américain, Donald Trump, depuis le début de l'offensive. Une vingtaine de pays, dont la France, prêts à contribuer aux efforts pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Une vingtaine de pays se sont dit prêts à contribuer aux efforts nécessaires à la réouverture du détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre, dans un communiqué. Les signataires sont les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Lettonie, la Slovénie, l'Estonie, la Norvège, la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Roumanie, la Lituanie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Bahreïn. Ces pays ont également condamné les récentes attaques iraniennes ayant visé des navires et des infrastructures pétrolières et de gaz, demandant un moratoire immédiat et global sur les attaques d'infrastructures civiles. L'armée américaine dit avoir réduit la menace iranienne au détroit d'Ormuz. L'armée américaine a déclaré avoir réduit la capacité de l'Iran à menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz en bombardant cette semaine une installation souterraine abritant notamment des missiles de croisière. Nous avons également anéanti des sites de renseignement et des relais de radars de missiles qui servaient à surveiller les mouvements des navires, a déclaré l'amiral Brad Cooper, à la tête de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM. Le G7 demande à l'Iran la fin immédiate et sans condition de ces attaques injustifiables. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont demandé à l'Iran la fin immédiate et sans condition de ces attaques injustifiables contre les pays du Moyen-Orient. Le G7 a par ailleurs exprimé son soutien à ses partenaires du Moyen-Orient face aux attaques injustifiables de la République islamique d'Iran et de ses supplétifs, selon le communiqué. Concernant la circulation dans le détroit d'Ormuz, artère pétrolière mondiale où le passage des navires est de fait interrompu,
le G7 souligne l'importance de la préservation des routes maritimes et de la sécurité de la navigation, notamment dans le détroit d'Ormuz et dans toutes les voies navigables que les associés, ainsi que de la sécurité et de la sûreté des chaînes d'approvisionnement et de la stabilité des marchés de l'énergie. Sujet suivant. Pour son grand retour en concert, le groupe de K-pop BTS a électrisé Séoul et les fans du monde entier en présentant son nouvel album Ariran, Freus Info. Pour son grand retour en concert, le groupe de K-pop BTS a électrisé Séoul et les fans du monde entier en présentant son nouvel album Ariran. Pour ce show ultra maîtrisé des stars de la K-pop à Séoul, le premier depuis presque 4 ans, le groupe a joué 8 titres de son nouvel album Ariran, sorti vendredi et 4 tubes imparables de son répertoire. Publié le 21/03/2026 17h57 temps de lecture, 4 minutes BTS lors de son concert The Comeback Live Ariran à Séoul, Corée du Sud, samedi 21 mars 2026. KM Minache Pool Kyodo Pool Max PPP. Pour son premier concert en près de 4 ans, le groupe star de la K-pop BTS a enflammé la scène samedi soir midi heure française, devant une foule immense estimée à 260 000 personnes, rassemblées au centre de Séoul, Corée du Sud. Enfin réunis après une pause pour effectuer leur service militaire obligatoire, les 7 membres du boys band ont aussi électrisé leurs millions de fans du monde entier, le spectacle étant retransmis en direct sur la plateforme Netflix. Un concert en forme de release party, fête de sortie de leur nouvel album baptisé Ariran, est sorti vendredi, qui fait déjà un carton avec près de 4 millions d'exemplaires vendus en 24 heures. Pour ce show, qui précède une tournée mondiale de 82 dates, dont 2 en France cet été, les 17 et 18 juillet au Stade de France, la production avait vu les choses en grand. Quant à Netflix, il avait mobilisé pas moins de 23 caméras pour capturer ce live exceptionnel. Le spectacle était déjà grandiose par son décor, la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung, symbole de la résilience coréenne face à l'effondrement des dynasties et à la domination coloniale. La porte de Gwanghwamun était parée des couleurs de l'arc-en-ciel, tandis qu'une immense installation scénique comportant 3 éléments circulaires rouges et noirs, symbolisant le nouvel album de BTS, brillait. Une première à cet endroit. Mais c'est la foule, réunie à perte de vue devant cette arche lumineuse sur une immense avenue, également canalisée dans des rectangles devant des écrans géants, qui impressionnait le plus. À la nuit tombée, les fans, souvent en pleurs, agitant leurs bâtons lumineux et hurlant à en perdre la voix, formaient un tableau fervent. Bien que très ordonné, pas moins de 6700 policiers et 8200 agents de sécurité avaient été déployés pour l'événement. Entièrement vêtus de noir, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook démarrent avec le premier titre du nouvel album Body to Body, un rap rythmé qui se termine avec un groupe de musique vêtu de tenues coréennes traditionnelles, interprétant Ariran, une chanson folklorique souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée, qui donne son nom à l'album. Une façon pour BTS de montrer que malgré leur triomphe à l'international, ils n'oublient pas leurs racines. Le groupe enchaîne avec 2 nouvelles chansons Hooligan, produites par El Guincho, le producteur de Rosalia, pour laquelle ils sont entourés de danseurs déguisés en inquiétants ninjas, et 2.0, dans lequel ils échangent les rimes tout en dansant. Puis BTS introduit d'anciens tubes comme Buté et MIC Drop, avant de revenir au nouvel album avec Alien, FYK, Swim, Like Animal et Normal. Cependant, blessé à la cheville, le chanteur et leader du groupe, RM, se tient légèrement en retrait et ne participe pas aux chorégraphies, centrales chez BTS. Il est même contraint de s'asseoir par moments et ses amis viennent l'encourager de temps en temps d'un geste bienveillant. Nous avons été ensemble durant la moitié de nos vies. Quelques 15 ans. Ça fait longtemps. Nous sommes comme une famille, déclarait RM dans une interview avec Zanello sur Apple Music postée vendredi. Les autres membres du groupe prennent chacun longuement la parole entre les morceaux, mais quasiment toujours en coréen. Il y a eu des moments où nous nous sommes demandé si nous n'avions pas été un peu oubliés, ou si vous vous souviendriez de nous, confie J-Hope au public, qui le dément bruyamment. RM salue le public de Séoul mais aussi le public international derrière son écran. Merci de nous rejoindre ce soir. Le voyage a été long. Mais nous sommes finalement là. Au total, durant ce show millimétré, qui ne laisse aucune place à l'improvisation et où pas une goutte de sueur n'a semblé perler, le groupe aura joué 12 titres, avec 2 tubes imparables placés en conclusion, Dynamite et Microcosmo. Les BTS vont maintenant entamer leur tournée mondiale, qui fera halte dans 34 villes dont le Stade de France les 17 et 18 juillet 2026 et est bien parti pour battre de nouveaux records de gains.
Autant dire, on n'a pas fini d'en reparler. Sujet suivant. Ce que l'on sait de l'arrestation d'Ilias Kerrbouch, alias Ganito, 2 semaines après son évasion de la prison de Villepinte, France Info. Ce que l'on sait de l'arrestation d'Ilias Kerrbouch, alias Ganito, 2 semaines après son évasion de la prison de Villepinte, l'évadé a été arrêté vendredi soir dans une résidence de vacances à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales. Publié le 21-03-2026 13h04, mis à jour le 21-03-2026 15h09. Temps de lecture, 7 minutes. La ville de Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, où le fugitif Ilias Kerrbouch, alias Ganito, a été interpellé le 20 mars 2026. Nicolas par l'indépendant Max PPP. Il a été arrêté le jour de ses 21 ans. Le fugitif Ilias Kerrbouch, aussi connu sous le surnom de Ganito, a été interpellé vendredi 20 mars à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, près de 2 semaines après son évasion de la prison de Villepinte, Seine-Saint-Denis, grâce à la complicité de 3 faux policiers. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé l'interpellation d'Ilias Kerrbouch sur X, tard vendredi soir. Le détenu évadé de la prison de Villepinte a été interpellé ce jour par des effectifs des brigades de recherche et d'intervention sans incident, à Canet-en-Roussillon, a-t-il écrit sur le réseau social. Le parquet de Paris a également confirmé cette arrestation à France Info et à l'AFP. Fin de cavale pour Ilias Kerrbouch, 2 semaines après son évasion de la prison de Villepinte, Seine-Saint-Denis. Il a été arrêté vendredi 20 mars, le jour de ses 21 ans, par la BRI à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales. France 2 minutes. Le jeune homme est connu de la justice pour de multiples faits de vols aggravés. Il a vécu seulement 1 mois et demi en liberté depuis ses 14 ans, a précisé à l'AFP son avocate, Sarah Vogelut. France Info revient sur ce que l'on sait de cette interpellation vendredi soir, à la suite d'une évasion rocambolesque. Une interpellation dans une résidence de vacances. Tard vendredi soir, la Brigade nationale de recherche des fugitifs BNRF a réussi à localiser le détenu dans les Pyrénées-Orientales, a appris France Télévisions auprès d'une source policière. Le jeune fugitif a été interpellé par des membres de la Brigade de recherche et d'intervention BRI de Montpellier-Hérault et de Perpignan-Pyrénées-Orientales, alertés par la BNRF, selon les informations de France Télévisions et des ici Roussillon. Ilias Kerrbouch a été arrêté au Malibu Village, une résidence de vacances de Canet-en-Roussillon, a précisé une source au sein de la BRI à France Télévisions. D'après une source proche du dossier, une femme avait réservé l'appartement en question via la plateforme Booking. Le fugitif et cette femme, sa compagne selon une source policière, étaient arrivés jeudi et devaient repartir samedi. Des agents de la BRI étaient positionnés autour de 18h vendredi, a appris France Télévisions de sources proches du dossier. Le détenu avait changé d'apparence, a précisé cette même source. Selon un communiqué du parquet de Paris, son interpellation a eu lieu à 20h55. Après son arrestation, le jeune homme a été conduit à Perpignan. Il est en retenue judiciaire, a détaillé samedi à France Télévisions son avocate, Sarah Vogelut. Le détenu a été notifié d'un mandat d'arrêt à son encontre, et doit être présenté samedi, avec sa compagne, à un juge des libertés et de la détention JLD. Il s'agit d'une première étape dans l'attente de leur présentation au juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, précise le parquet de Paris. Une évasion de Villepinte en 15 à 20 minutes. Le 7 mars, Ilias Kerrbouch avait quitté la maison d'arrêt de Villepinte l'après-midi du 7 mars, grâce à 3 complices déguisés en policiers. En 15 à 20 minutes, c'était bouclé, a rapporté à France Info Johan Carrard, secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice. Une enquête a été ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits. Les complices de Ganito sont arrivés à la prison avec un brassard police, comme la BAC, la brigade anticriminalité, a décrit auprès de France Info Fabrice Serogobet, employé à la maison d'arrêt de Villepinte et secrétaire local de FO Justice en Seine-Saint-Denis. Ils ont ensuite présenté un faux mandat pour le placement en garde à vue d'Ilias Kerrbouch. Le document était un papier tamponné, comme on en retrouve dans n'importe quel jugement, avec tous les éléments civils du détenu, selon Johan Carrard. Il y avait le tampon officiel du tribunal de Melun Seine-et-Marne, pour que Ganito soit amené au commissariat de la ville. Tout était très bien fait, insiste-t-il. Une extraction du jeune détenu était prévue la veille. Lors d'un contrôle sur un parking à Paris, le lendemain, des policiers de la BAC ont repéré un homme cagoulé, tenant un sac plastique, rejoignant un deuxième homme. Les agents ont retrouvé dans ce sac des brassards de police, mais également de fausses cartes de policiers et le faux ordre d'extraction utilisé lors de l'évasion, a détaillé une source proche de l'enquête à France Télévisions. 2 suspects,
dont un mineur, ont été interpellés. Ils ont mis en examen le 11 mars pour faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture publique, corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, corruption active d'une personne chargée d'une mission de service public, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et évasion en bande organisée, précise le parquet de Paris. Un détenu condamné à de multiples reprises Ganito était incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte pour purger 4 peines, et avait été placé en détention provisoire comme suspect dans 2 autres affaires. Le jeune homme a notamment été condamné en 2024 à 7 ans de prison, pour son implication dans la séquestration et le cambriolage du chef italien du Georges V à Paris, Simone Zanoni. Le fugitif a également été mis en examen en novembre 2025 dans l'affaire du homejacking de Gianluigi Donnarumma, l'ancien gardien de but du PSG. La sortie de détention de ce multirécidiviste, avant toute nouvelle décision, était prévue en 2035. Le 12 mars, Ilias Kerbuch a été condamné en appel à 6 ans d'emprisonnement ferme, comme en première instance, pour complicité de tentative de vol aggravée par 3 circonstances, pour un homejacking mené à Paris, le 7 février 2024. Il a un casier épouvantable, et pourtant, on avait pris du temps avec lui, car je considérais que c'était important. Mais malgré cela, il a décidé de s'évader, a alors déclaré la présidente de la Cour d'appel de Paris, délivrant un mandat d'arrêt à son encontre. Sujet suivant. Je suis content qu'il soit mort. Donald Trump se félicite de la mort du procureur Robert Mueller, qui avait enquêté sur sa campagne de 2016, France Info. Je suis content qu'il soit mort. Donald Trump se félicite de la mort du procureur Robert Mueller, qui avait enquêté sur sa campagne de 2016. Il ne va plus pouvoir faire du mal à des innocents, a écrit le président américain sur Truth Social à propos de celui qui avait supervisé pendant près de 2 ans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et le républicain. Publié le 21/03/2026 21h11 temps de lecture. 1 minute. Le procureur Robert Mueller au ministère de la Justice à Washington, le 29 mai 2019. Mandelngan AFP. L'Américain Robert Mueller, connu pour son rôle de procureur chargé de la très délicate enquête russe qui a empoisonné le début du premier mandat de Donald Trump, est mort samedi 21 mars à l'âge de 81 ans. Le président américain s'en est réjoui. Robert Mueller vient de mourir. Bien. Je suis content qu'il soit mort. Il ne va plus pouvoir faire du mal à des innocents, a écrit Donald Trump sur Truth Social. Nommé procureur spécial en 2017, cet ancien directeur de la police fédérale FBI a supervisé pendant près de 2 ans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et le candidat Donald Trump lors de la campagne de 2016. Son décès, vendredi à l'âge de 81 ans, a été annoncé par sa famille dans un communiqué mentionné notamment par le New York Times. Le journal rapportait il y a quelques mois qu'il avait été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Homme taciturne et discret, il avait supervisé cette enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un long document de plus de 400 pages. Il y décrivait les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016, mais ajoutait ne pas avoir rassemblé de preuves d'un complot entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain. Le procureur détaillait une série de pressions troublantes exercées par le locataire de la Maison-Blanche sur son enquête et se disait incapable de le blanchir des soupçons d'entrave à la justice. Sujet suivant. Une enquête visant Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence en Russie classée sans suite par le parquet financier, France Info. Une enquête visant Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence en Russie classée sans suite par le parquet financier. Le classement sans suite a été rendu pour absence d'infraction. Selon Mediapart, la justice enquêtait sur un contrat de 3 millions d'euros sur 2 ans entre l'ancien président de la République et une société d'assurance russe. Publié le 21/03/2026 18h23 mis à jour le 21/03/2026 19h20 temps de lecture, 2 minutes. Nicolas Sarkozy lors d'un match du PSG au Parc des Princes, le 28 janvier 2026 à Paris. Mathieu Mirville AFP. Le parquet national financier PNF a classé son enquête pour trafic d'influence visant les activités de conseil en Russie de Nicolas Sarkozy, a annoncé samedi 21 mars le ministère public, confirmant une information de Mediapart. Le classement sans suite a été rendu pour absence d'infraction, précise le PNF. Selon le média d'investigation en ligne, la justice anticorruption enquêtait depuis l'été 2020, après un signalement du service de renseignement financier Tracfin, sur un contrat de 3 millions d'euros sur 2 ans passé entre l'ancien président de la République et une société d'assurance russe, Réseau Garantia, contrôlée par 2 milliardaires russes, Sergueï et Nikolaï Sarkisov. Réseau Garantia,
fondée en 1991, est l'une des principales sociétés d'assurance en Russie, spécialisée notamment dans l'assurance automoto, avec plus de 34 000 agents dans ce pays et 11 millions de clients. En 2007, l'assureur français AXA avait conclu un accord avec les actionnaires de Réseau Garantia pour acquérir une participation de 36,7% dans cette société pour environ 810 millions d'euros. Et d'après Mediapart, AXA est un important client du cabinet d'avocats Realize, cofondé en 1987 par l'ancien chef de l'État. Contacté par l'AFP, Christophe Ingrin, avocat de Nicolas Sarkozy, n'a pas souhaité réagir à ces informations. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président à avoir été incarcéré dans l'histoire de la République après sa condamnation en septembre à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans une autre affaire, celle dite du financement libyen. Il est accusé d'avoir voulu faire financer sa campagne victorieuse de 2007 par des fonds occultes de la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, en échange de contreparties commerciales, diplomatiques et judiciaires. Lors de son procès en appel, qui a débuté lundi, il a réaffirmé à la barre n'avoir commis aucun des faits qui lui ont valu d'être condamné en première instance.